Voilà, chères étudiantes, chers étudiants, chères collaboratrices, chers collaborateurs, merci d'être venus ce jour de la rentrée universitaire pour participer à une séance qui manifestement était attendue par l'ensemble de la communauté. C'est un devoir de notre part d'informer, un devoir de répondre à vos questions et j'ai le plaisir de vous indiquer effectivement que nous aurons des spécialistes autour de la table pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Donc on aura une première partie de présentation qui seront prises en charge en particulier par le professeur Laurent Kaiser, ensuite par le professeur Antoine Flao et ensuite le médecin cantonal Jacques-André Reman. Je les remercie d'être présents avec nous ce midi pour répondre à vos questions. Il y a aussi deux collaboratrices du professeur Laurent Kaiser, Mme Pauline Fetter et Mme Frédérique Jacquiero, qui pourront répondre également à vos questions. Donc je vous propose effectivement que vous rejoigniez la table, nos intervenants, et puis je passe directement la parole à Laurent Kaiser. Merci. Bonjour tout le monde. Mon but est en 15 minutes de faire une introduction sur le coronavirus, essayer d'expliquer de quoi on parle exactement sur le plan clinique également. Mon collègue Antoine Flao parlera plus précisément de l'épidémiologie que j'effleurerai donc très rapidement. D'abord, un peu de nomenclature. Vous allez voir pas mal de jargon dans les médias qui sont parfois pas tout à fait utilisés à bon escient. SARS-CoV-2, ça veut dire Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. C'est le nom du virus qui est en cause. L'agent de la maladie qui est dite COVID pour Coronavirus Associated Disease. Donc on a deux acronymes, un pour le nom du virus, l'autre pour la maladie. C'est un virus qui est originaire du monde animal, comme la plupart des virus dits émergents. Il n'y a pas d'immunité dans la population. Ça veut dire qu'actuellement, aucun d'entre nous n'a une protection contre ce virus. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une maladie sévère d'emblée. J'insiste sur ce point. La transmission est probablement assez efficace par voie respiratoire. Et ça, c'est quand même encore un point d'interrogation que discutera probablement Antoine tout à l'heure. Et puis, on est à l'ère de la mondialisation, donc c'est un virus voyageur, pas parce qu'il a des ailes, mais il utilise celles des avions et des personnes qui bougent. Les bonnes nouvelles, c'est que chaque année, vous avez au moins une infection virale des voies respiratoires. Plus d'une douzaine de virus en sont à l'origine. Ils ont des petits noms qui s'appellent influenza, RSV pour virus respiratoire syncytial, métapneumovirus, parainfluenza, rhinovirus et coronavirus. La nouvelle, c'est que chacun d'entre vous dans la salle a déjà été infecté par un coronavirus. Vous verrez par la suite qu'il en existe 4 types, je reviendrai là-dessus. Cependant, pour la plupart de ces virus respiratoires, on n'a pas des infections graves. On a quelquefois une complication sous forme d'une sinusite ou d'une otite, mais les deux qui sont vraiment les plus associés avec des complications sont celui de la grippe, qui cible les personnes fragiles, et le RSV qui cible les jeunes bébés, qui est la première cause d'hospitalisation aux soins intensifs pendant l'hiver. Donc ça, c'est pour le paysage dans lequel on va travailler ces prochaines minutes. Les infections virales des voies respiratoires, c'est des compagnons de l'homme depuis toujours. Et puis, quel est l'impact de ces infections respiratoires? Ici, vous avez un exemple avec la grippe, puisque c'est celui qu'on connaît le mieux. Il faut avoir en tête qu'on va avoir des variations saisonnières. En général, ce qu'on détecte dans les systèmes de santé et systèmes de surveillance, c'est la pointe de l'iceberg, et on se focalise sur les gens les plus malades lorsqu'on a des observations cliniques. Donc, ce qu'on ne connaît pas pour la plupart de ces infections virales respiratoires, c'est la partie grise, c'est cette pointe de l'iceberg, et vous verrez qu'on est exactement dans la même situation actuellement. Ce qu'on ne sait pas également actuellement, c'est à quelle hauteur on est de ces pyramides. Prenons un étalon pour essayer de faire comprendre avec quelque chose qu'on a l'habitude et qu'on voit chaque année, la grippe saisonnière, qui ici est celle que j'ai choisie, c'est le virus de la grippe A qui s'appelle H1N1, et ce n'est pas par hasard puisque c'est celui qui a émergé en 2009, donc il y a environ une dizaine d'années, on était dans la même situation. Ce virus, en 2009-2010, 10 ans après être apparu
dans une situation similaire à celle qu'on vit maintenant, a fait 60 millions de cas aux États-Unis, 277 000 hospitalisations. On pense que durant la première année où il a circulé, il était associé à environ 575 000 décès. C'est des intervalles très larges parce que c'est très difficile d'estimer la mortalité vraiment attribuable à un virus respiratoire. 80% de ces infections à l'époque étaient associées à des personnes qui étaient plus jeunes que 65 ans. Et vous verrez que ce n'est pas du tout la situation qu'on a actuellement. Et la cause des épidémies annuelles, depuis 2009, le virus H1N1 est la cause principale des virus grippaux qu'on a vu circuler depuis 10 ans. Donc on a ici un rétroscope qui nous dit exactement à peu près à quoi on pourrait s'attendre avec ce virus corona, mais toute comparaison n'est pas raison. Alors, les virus corona, il y en a 4 types, dont vous voyez les acronymes ici. 229E, NL63, etc. Ça, c'est pour que les médecins ne soient pas compréhensibles et puis pour garder leur territoire. Ensuite, j'en ai mis 3 autres en dessous, qui s'appellent SARS, MERS et le SARS-CoV-2. Ces 3 autres sont des virus issus du monde animal qui ont émergé dans la population, et je vais juste décrire très rapidement 2 de ces épidémies. Mais avant, j'aimerais préciser que les 4 principaux coronavirus qui sont mentionnés ici sont la seconde cause d'infection des voies respiratoires virales, plus ou moins dans la population, et qu'elles ne sont pas une cause de pneumonie et en général de complications graves. Donc les virus corona adaptés à l'homme sont des compagnons relativement aimables. Premier virus pour lequel on s'arrête 2 minutes, le SARS coronavirus en 2002-2003. C'est un virus qui est arrivé du monde animal, qui a transité par des petits mammifères pour infecter des hommes et créer ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Des événements comme ça arrivent très souvent qu'un virus animal arrive chez l'homme. Le problème, c'est qu'on le remarque uniquement quand on a une chaîne de transmission, passage d'un homme à l'autre. Ce virus avait causé environ 8000 cas, une mortalité assez conséquente, comme vous voyez ici, de l'ordre de 20%, et puis il a été éradiqué. Donc on a eu une vague épidémique, plusieurs pays touchés, et puis ça a disparu. Par contre, l'impact économique était déjà majeur. Il existe un autre qui circule depuis 2012, qui est probablement moins populaire. Il est moins populaire parce qu'il vient aussi du monde animal, il passe chez l'homme, mais il est assez incapable de faire des chaînes de transmission, sauf dans des situations très spéciales, qui sont les zones de santé lorsqu'il n'est pas reconnu. S'il rentre dans un hôpital ou dans un endroit où il y a une promiscuité, vous favorisez les transmissions de virus et donc vous avez des situations plus ou moins artificielles pour la transmission. Le virus de la grippe, il n'a pas vraiment besoin de ça puisqu'il peut se transmettre dans la vie de tous les jours, dans les salles de cours ici ou dans le bus. Ce virus, par contre, est considéré comme des événements improbables de continuer à se répandre chez l'homme, et c'est en tout cas les observations qu'on peut faire malgré 2 ou 3 épidémies dans les hôpitaux. Donc on a cette situation où vous avez des virus humains qu'on appelle coronavirus, 2 qui ont essayé de s'imposer chez l'homme mais qui n'ont pas réussi, et maintenant on en a un 3e qui est également une zoonose et qui est présent depuis décembre 2019. Le nombre de cas, on reviendra là-dessus, pour l'instant est de l'ordre de 70 000. On a l'impression qu'on a atteint la première vague en Chine, et il y a des zones de transmission dans d'autres pays. Et évidemment, ce qui nous intéresse depuis la semaine passée, et ce n'était pas prévu de donner cette conférence en présence de cet événement italien, c'est l'identification d'une chaîne de transmission en Italie, chaîne de transmission probablement qui est présente depuis plusieurs semaines à bas bruit et qui n'a été observée uniquement en raison d'hospitalisation de gens sévèrement malades. D'où déjà une information importante, il peut circuler dans la communauté sans créer de maladies graves. Les personnes décédées en Italie ont pour l'instant la plupart plus de 80 ans et des comorbidités. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez 80 ans, vous avez le droit de mourir d'une infection virale, mais c'est effectivement ce qui se passe chaque année avec un virus comme la grippe. La maladie est caractérisée par de la fièvre et de la toux, une sorte de syndrome grippal, rarement le nez qui coule. Dans l'immense majorité des cas, il y a une guérison spontanée. Tout ce que je dis ici pourrait changer ces prochaines semaines ou ces prochains mois,
Je pourrais rajouter un point d'interrogation, mais c'est quand même les convictions avec lesquelles on travaille actuellement. Les symptômes peuvent être très modestes, donc ne vont pas conduire à des consultations médicales, donc pas être répertoriés dans l'épidémiologie. Mais ils peuvent aussi conduire à des pneumonies chez les personnes fragiles ou âgées, représentent environ 15 à 20% des cas identifiés, mais c'est une surestimation à nouveau, en particulier dans l'épicentre de la maladie où on s'est concentré sur les hôpitaux. Et ceci est illustré par l'évolution de la mortalité qui était rapportée de l'ordre de 15% au début de l'épidémie, qui est maintenant de l'ordre de 3% dans la Chine continentale. Et puis, si on prend les cas qui sont à l'extérieur de la Chine, dans le reste du monde, on a 23 ou une trentaine de décès répertoriés sur 2000-2500 personnes. Évidemment que les gens ne meurent pas tout de suite, donc cette mortalité pourrait augmenter ces prochains temps, mais on s'approche des mortalités similaires peut-être à celles de la grippe saisonnière. Ce n'est pas une justification, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. La transmission est par voie aérienne, essentiellement avec des gouttelettes, et ces gouttelettes se transmettent en général à distance d'1 mètre, 1,50 mètre au maximum. 2 mètres est évoqué dans certaines recommandations par sécurité. Il y a des procédures qui sont spécifiques pour lesquelles il faut prendre plus de précautions, en particulier dans les hôpitaux, puisqu'on peut générer des aérosols à partir des gouttelettes lors des soins rapprochés de certaines interventions. Il y a une transmission possible par contact direct, donc l'hygiène des mains est essentielle avec savon et solution hydroalcoolique, mais l'eau savonneuse est efficace. L'environnement peut être contaminé, mais est sensible au nettoyant standard, à la chaleur, à la dessiccation. Il faudrait simplement que des gouttelettes restent entières dans l'environnement pour pouvoir conduire à la transmission. Et il y a une transmission qui est possible à partir de personnes asymptomatiques, mais pendant cette phase d'incubation, c'est-à-dire surtout le jour précédant le pic des symptômes. Mais ça, c'est aussi valable pour l'ensemble des maladies infectieuses. La durée d'incubation est au maximum 14 jours, c'est probablement péché par excès pour la santé publique. Elle est en général en médiane de 5 à 6 jours. Et des événements particuliers peuvent toujours avoir lieu, qu'on appelle dans notre jargon de super spreaders, c'est-à-dire des gens qui ont une capacité à mieux transmettre que d'autres. Voilà. Pour les hôpitaux, le risque existe si les consignes spécifiques ne sont pas suivies. Donc on doit travailler avec des définitions de cas. Vous l'avez compris, c'est des gens qui ont des symptômes respiratoires, mais surtout, qui ont un lien épidémiologique. On est submergé de demandes de gens qui n'ont pas de lien épidémiologique ou qui ont simplement rencontré quelqu'un d'asymptomatique qui peut-être venait de Milan. Ce n'est pas un lien suffisant pour faire un dépistage. Dans la communauté, on ne dépiste pas les personnes asymptomatiques, mais je suis sûr que Jacques Roman reviendra là-dessus. Le dépistage donc, se concentre que chez les personnes symptomatiques avec un lien épidémiologique. C'est un test moléculaire avec un frottis qui est fait à travers le nez pour atteindre le fond de la gorge. Ce n'est pas douloureux, c'est désagréable, ça fait juste éternuer. Nous n'avons pas d'intervention thérapeutique spécifique, pas de vaccin. L'importance clé des mesures de prévention, c'est l'hygiène respiratoire dans la communauté, c'est-à-dire savoir comment éternuer. Masques de soins ou masques chirurgicaux pour les soignants et les personnes mises en quarantaine, et l'hygiène des mains, je l'ai déjà évoqué. En conclusion, pour cette partie, je crois qu'on a un scénario qui était attendu par les spécialistes. On savait que ces virus peuvent émerger du monde animal, que ce soit la grippe ou d'autres. Le SARS, vous l'avez vu, avait déjà flirté avec l'espèce humaine ces 10 dernières années. L'homme vit et vivra toujours avec des épidémies, et je crois qu'on se doit d'un certain fatalisme sans être contemplatif. Nouveau virus, ça veut dire nouvelle maladie, et malgré toutes les technologies et tous les outils de prédiction qu'on a, ça veut dire aussi gestion des incertitudes, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. La gestion du risque, contrôler un virus qui se transmet par voie respiratoire, c'est mettre les mailles d'un filet dans lequel il y aura toujours des trous, et donc c'est un défi certain en termes de santé publique. Éteindre les multiples foyers va devenir difficile s'ils se multiplient à l'infini. En particulier, il sera important de voir ce qui se passe en Italie. Et à la fin, c'est aussi le comportement biologique du virus qui dictera l'évolution de l'épidémie. S'il est un peu fainéant ou qu'il n'est pas très adapté à l'homme, il va avoir de la peine à s'imposer, à faire de grandes vagues épidémiques ces 10 prochaines années.
Le taux de complication, vous avez vu que le curseur est à la baisse, mais on ne sait pas exactement à quel endroit il va s'arrêter. Et le virus cible les plus fragiles d'entre nous, ce qui est à la fois une mauvaise et une nouvelle plutôt rassurante. À ce jour, l'attitude cohérente est donc de contrôler rapidement tous les cas identifiés et éteindre les chaînes de transmission. C'est le but de la santé publique actuellement. Nos seuls outils sont la prévention et la quarantaine. Se préparer à un scénario similaire à la grippe de H1N1 2009 nous permet au moins d'avoir un étalon. Et préparer la communauté à affronter une vague épidémique de grippe sévère est une façon de vous expliquer à quoi on peut s'attendre. Préserver les hôpitaux et le système de santé, ça c'est notre job et c'est mon job actuellement. C'est le seul point très important pour nous, c'est de préserver les systèmes de santé qui ne soient pas coagulés pour voir ce qui s'est passé exactement à Wuhan, où les systèmes de santé ont été débordés et a conduit à cette mortalité effrayante. Ne pas prôner des attitudes discriminatoires, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et puis complexité et incertitude, ça veut dire que la santé publique est un métier qui touche la société, les comportements humains et les comportements viraux au sens propre et au sens figuré pour ce qu'on vit actuellement. Merci beaucoup. Merci Laurent. Je passe maintenant la parole à Antoine Flahault sur l'aspect épidémiologique en particulier. Antoine. Merci Monsieur le Recteur, merci Yves, et merci de m'avoir invité à vous présenter le point de vue de l'épidémiologiste et de la santé globale sur cette crise sanitaire. Le 19 février dernier, un papier important dans le New England Journal of Medicine a essayé de définir l'épidémiologie de cette maladie Covid-19. Et elle nous rappelle 3 éléments importants. C'est que l'impact de l'épidémie, ça dépend du nombre de cas infectés, de la transmissibilité et du spectre de la sévérité clinique. Alors on va regarder ces 3 éléments. D'abord les nombres. Vous vous souvenez que l'épidémie a démarré récemment. Elle a démarré début décembre, probablement par un petit foyer de cas à Wuhan, autour d'un marché aux fruits de mer. À ce moment-là, très peu de cas, comme vous pouvez le voir sur cette courbe. Il va falloir attendre le 10 janvier pour avoir une identification de la cause et dire c'est un coronavirus et c'est un nouveau coronavirus. Il est séquencé entièrement par l'hôpital universitaire de Wuhan et mis à la disposition de toute la communauté scientifique. Et puis vous voyez, à ce moment-là encore, on n'a pas beaucoup de cas. Quelques dizaines de cas simplement en Chine, à Wuhan, sont rapportés. Et puis on a une explosion du nombre de cas. Il va falloir attendre la fin du mois de janvier pour avoir plusieurs milliers de cas. Vis-à-vis des nombres, une grande incertitude. Même quand il y a 12 000 cas rapportés officiellement, une équipe de Hong Kong, de modélisateurs que l'on connaît bien, très sérieuse, dit probablement c'est très sous-estimé, il y a probablement au moins 75 000 cas d'infection, parce que justement, comme l'avait rappelé Laurent Kaiser tout à l'heure, il y a beaucoup d'infections qui passent à travers les mailles du filet de la surveillance, parce que simplement ils ne vont pas se faire contrôler, ils n'ont pas d'expression clinique de leur maladie. Aujourd'hui même, les chiffres varient d'heure en heure. D'ailleurs, Laurent les a horodatés tout à l'heure. Donc ce matin, on avait 80 155 cas. Donc on a dépassé cette réestimation faite par l'équipe de Gabriel Leung de Hong Kong. Je ne sais pas, ça ce sont les chiffres officiels, je ne sais pas quelles sont les estimations aujourd'hui, mais probablement ce chiffre est encore très sous-estimé. Et 2700 cas décès. 37 pays sont atteints. Le SRAS, dont a parlé, qui était en 2003, dont a parlé Laurent Kaiser, avait atteint 25 ou 26 pays. On n'est donc pas très loin. Et jusqu'à vendredi, on aurait pu dire on n'était pas très loin encore du scénario du SRAS de 2003, qui s'est finalement pas si mal terminé que cela, malgré les victimes qu'on pouvait déplorer, puisque le virus a été complètement éradiqué en quelques mois. En tout cas, l'épidémie n'a pas duré plus de 9 mois. Mais là, aujourd'hui, en effet, la semaine dernière, en fin de semaine, il y a eu ces foyers intenses en dehors de la Chine, de Corée du Sud, du Japon et d'Italie, qui laissent penser que des foyers beaucoup plus autochtones, beaucoup plus autonomes peuvent se développer hors de Chine, ce qui, jusqu'à présent, n'avait pas été le cas. Cette dynamique exponentielle dont on parle, elle ne concerne pas simplement l'épidémiologie, elle concerne aussi la communauté académique.
Ici, c'est le nombre de papiers publiés qui a une dynamique très proche de celle du coronavirus lui-même, puisqu'elle dépasse très très largement et très rapidement celle du SARS ou du MERS. Deuxièmement, la transmissibilité. Si on veut parler de transmissibilité, l'épidémiologie théorique vient à notre secours par ce qu'on appelle le R0. On en entend parler, y compris dans la presse générale. Qu'est-ce que c'est que ce R0? Le R0, c'est un nombre de reproduction de base. C'est très simple à comprendre, c'est le nombre de cas secondaires infectés par un cas principal. Si j'ai le coronavirus, je transmettrai en moyenne ce coronavirus à 2,4 personnes. Ce n'est pas énorme, c'est pas... promenant dans s'il y avait 2,4 personnes à choisir, si je puis dire, à qui je transmettrais ce virus, ce ne serait pas en prenant l'autobus, ce serait probablement des gens avec qui je travaille de façon proche, où je suis sur un siège d'avion pendant longtemps, mais probablement juste le siège limitrophe du mien, ou dans ma famille proche. Mais 2,4, attention, c'est une moyenne qui est donnée par l'épidémiologie théorique. D'ailleurs, on ne peut pas mesurer le R0, on peut le déduire d'une formule mathématique à partir du temps de doublement. Le temps de doublement des cas, vous savez, aujourd'hui il y a 200 cas en Italie, quand est-ce qu'il y en aura 400? S'il y en a 400 en 3 jours, le temps de doublement est de 3 jours. C'est à peu près le temps de doublement actuellement que connaît l'Italie. Ça, c'est une première chose. Donc on arrive en effet à approcher le R0 pour une épidémie donnée, par exemple en Italie, on va avoir un R0 pour l'Italie, et à la fin, on va avoir une distribution des R0. On a eu cette distribution, comme toutes les variables biologiques, il y a des distributions, elles ne sont jamais constantes. Donc la distribution du R0, on l'a eu pour le SRAS. À Singapour, la figure ici montre qu'elle était très, très étendue et qu'il pouvait y avoir des foyers épidémiques avec des R0 à 25. Une seule personne transmettait à 25 personnes. C'est les super spreaders dont parlait tout à l'heure Laurent Kaiser, dont on sait qu'ils existent aussi pour ce nouveau coronavirus. Donc, on peut calculer le temps de doublement, on peut calculer le R0. Alors, quel est l'intérêt de ce R0? Ça va être un magnifique outil pour planifier les mesures de contrôle pour la santé publique. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu que ce R0, il faut qu'il soit le plus bas possible. En fait, on sait qu'au-dessous de 1, si vous arrivez à contenir le R0 au-dessous de 1 dans votre ville, dans votre pays, vous n'aurez pas d'épidémie. Donc tout le monde s'efforce à contenir le R0 au-dessous de 1 s'il voit une flambée épidémique dans son propre pays. C'est ce que fait l'Italie, par exemple, en ce moment. Ce R0, il peut se décomposer en produit de 3 paramètres. Le bêta, qui est la probabilité de transmission, C, qui est le nombre de contacts. Attention, comme je vous ai dit, le nombre de contacts, c'est des contacts à moins de 1 mètre, assez prolongés, efficaces pour transmettre le virus. Et puis l'intervalle de génération, qu'on peut appeler plus simplement la durée d'incubation. Alors, la probabilité de transmission, qu'est-ce que ça va donner? Si on veut réduire cette probabilité de transmission, eh bien, on va voir ces mesures temporaires individuelles dont nous a parlé Laurent, les masques de protection, le lavage des mains, le mouchage adapté et hygiénique, et puis, si on avait de la chance, des antiviraux, et puis peut-être un jour des vaccins. Ça, ce serait à plus long terme. Mais vous voyez que ce type de mesure va réduire la probabilité de transmission, réduire ce R0. Le nombre de contacts, alors là, il y a des mesures qui sont individuelles et d'autres qui sont plus collectives. Les mesures individuelles, c'est quand on isole en fait, on écarte les gens qui sont susceptibles de transmettre la maladie. Donc on va isoler des gens qui sont ou malades ou éventuellement qui sont suspects d'être malades, qui reviennent d'un pays à risque, etc. Ces fameuses quarantaines que l'on voit. Et puis, alors, il est probable que ces mesures-là soient moins efficaces dans le cadre d'une maladie comme ce nouveau coronavirus. Ce n'est pas qu'elles ne soient pas nécessaires, elles sont totalement indispensables, mais probablement moins efficaces parce qu'encore une fois, comme l'a rappelé Laurent Kaiser tout à l'heure, vous avez un grand nombre d'infections qui ne sont pas très bruyantes et qui passeront dans les mailles de ce filet. Alors il y a d'autres mesures qui sont ce qu'on appelle l'augmentation de la distance sociale pour éviter les risques entre les foyers où il y a des infections et les foyers et le reste de la population qui est indemne de cette infection. C'est des mesures temporaires. Qu'est-ce que ça veut dire temporaire? C'est-à-dire qu'on les applique dans une période limitée de temps, mais surtout, dès qu'on les lève, le risque reprend, évidemment. C'est la fermeture des écoles, c'est la fermeture des universités, c'est l'interdiction des rassemblements. C'est la limitation des déplacements. Tout cela a été très bien évalué pour le cas de la grippe. Et même, je dirais qu'on a un papier que je cite ici, qui est assez récent, et qui a essayé de regarder comment les villes américaines, qui pendant la pandémie de grippe de 1918, la fameuse grippe espagnole, très mortifère, pendant cette pandémie de grippe,
certaines villes avaient appliqué ces mesures de distance sociale, d'autres ne l'avaient pas fait. Eh bien, la mortalité était systématiquement beaucoup plus basse dans toutes celles qui les avaient appliquées. Donc, il semble qu'il y ait une efficacité assez intéressante pour ce type de mesures. Attention, pour la grippe, la fermeture des écoles, quand on sait que 80% des cas en moins de 60 ans, que 50% des cas en moins de 20 ans dans le cas de la grippe, c'est très compréhensible. Est-ce que c'est vrai pour le coronavirus, où il semble que les enfants soient beaucoup moins atteints? Ça reste à démontrer. Par ailleurs, la limitation des déplacements ne pouvait pas être envisagée à l'époque de 1918 comme on l'envisage aujourd'hui. Nous l'avons simulé beaucoup dans le cadre et de la grippe et aussi du VIH, et on s'est aperçu que la limitation des déplacements ne marchait pas, ne fonctionne pas. Je dirais, on avait publié sur le VIH que limiter les déplacements était illusoire parce que il y a beaucoup trop de fuites, parce que ça ne suffit pas, les gens ne se déplacent pas qu'en avion, parce que le virus n'a pas de passeport, comme on dit souvent. La troisième mesure, c'est écourter la durée de la période infectieuse. Alors, comment on peut l'écourter? Là, on n'a pas beaucoup de moyens. On aurait des antiviraux, on serait content. On a peut-être des mesures symptomatiques. Les antitussifs, ce n'est pas très efficace, mais si ça empêche un peu de tousser, ça peut peut-être un peu diminuer la période infectieuse et l'ensemble de la période contagieuse. Troisième plan, c'est la sévérité. Alors la sévérité, elle a été bien abordée par Laurent Kaiser. Massivement, ce coronavirus donne des infections bénignes, peu sévères, et ces infections peu sévères, elles sont en 80% des cas dans une magnifique série qui a été publiée par les Chinois, 44 000 patients confirmés d'atteinte d'infection par le coronavirus ont été systématiquement examinés. 80% avaient des infections peu sévères, 14% une infection sévère demandant une hospitalisation et 5% une infection critique demandant des mesures très lourdes de réanimation. C'est très intéressant comme leçon pour tous ceux qui auraient à faire face à une vague épidémique prochaine. La mortalité, comme l'a dit Laurent, elle est aujourd'hui incertaine, entre 0,3 et 3%. Les chiffres qui circulent parmi les épidémiologistes est plutôt en faveur de quelque chose qui est autour de 1 ou 2%. Alors, si on combine le nombre, la transmission et la sévérité, l'exercice que je vous ai proposé tout à l'instant, eh bien, vous avez une possibilité de classer ce nouveau coronavirus par rapport à des virus qui ont circulé dans la période passée. L'Institute of Disease Modeling de Harvard à Boston propose et réactualise presque en permanence, ça c'est sa dernière réactualisation qui date du 19 février, cette classification et situe de façon assez préoccupante ce nouveau coronavirus juste au-dessous du virus de 1918, mais largement au-dessus de ceux de 1957 ou de 1968 ou des grippes saisonnières. Alors, si on devait avoir affaire à quelque chose qui était une vague qui déferlait sur l'ensemble du monde, à quoi sert de faire tout cela, puisque finalement, elle semble inéluctable? En réalité, les CDC d'Atlanta avaient publié en 2017, pour la grippe, pour les pandémies de grippe, donc c'est pas exactement, l'analogie n'est pas parfaite, mais avait montré clairement que c'est très important d'agir pour gagner du temps. Certes, ça ne bloque pas la vague pandémique, mais ça permet de la raboter, on n'aura pas des pics aussi élevés, et ça permet de la retarder. Ça permet donc de se préparer, de mieux se préparer, et aussi de mettre moins sous tension le système de santé et de réduire la morbimortalité. Donc tout ce qui est fait aujourd'hui pour gagner du temps est très bienvenu. La réponse, eh bien la réponse, elle doit être transdisciplinaire. Presque aujourd'hui, à cet instant, vous avez un tout petit exemple de ce qu'est une réponse transdisciplinaire. Vous avez de l'expertise académique avec des points de vue qui sont différents. Le point de vue du virologue et le point de vue de l'épidémiologiste sont très complémentaires et permettent d'éclairer un peu plus la question. Et puis, on va avoir le point de vue du décideur d'organisations gouvernementales, et vous pourriez aussi imaginer qu'il faut mettre autour de la table les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, et puis bien sûr le secteur privé, ceux qui développent ou produisent
produisent des vaccins ou des antiviraux, ceux qui aussi s'intéressent à la production des masques, par exemple, ou des systèmes d'oxygénation extracorporelle, mais aussi d'autres secteurs, pas simplement le secteur sanitaire, le secteur du tourisme, l'aérien qui est fortement impacté, le secteur des autres entreprises qui pourraient être impactées en cas de vagues importantes et qui doivent se préparer. Il y a un point qu'on oublie souvent dans toute cette discussion, c'est la logistique, la réflexion vraiment de préparation en matière de logistique. Les Chinois nous donnent encore une fois ici des leçons avec cet hôpital qu'ils ont su construire en 10 jours, qui a été immédiatement plein. Et je remercie Jade, qui est une collaboratrice de l'UNIGE de Wuhan, qui nous a donné ces diapositives, qui montrent que Wuhan a réquisitionné ces stades et ces gymnasiums pour mettre des lits pour les cas les moins graves. Alors, en conclusion, est-ce qu'on a une pandémie ou non? Vous savez, le mot pandémie, il fait peur à tout le monde, il est très connoté. En réalité, il vient du grec, pan, ça veut dire tout. En fait, des pandémies, il y en a. Le sida est une pandémie parce que tous les pays du monde ont vu circuler le virus du sida. La pandémie H1N1 dont on a parlé, les pandémies de grippe, tous les pays, ici, il y a des gens qui ont été infectés par le virus H1N1. Tous les pays ont connu H1N1 et l'ont vu circuler. Ça n'est pas le cas du coronavirus. 37 pays. Ce n'est pas tous les pays, ce n'est pas les 194 pays. Mais c'est vrai, il y a un risque élevé que nous connaissions durant notre vie une nouvelle pandémie massive et mortifère. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est Bill Gates, dans le New England, en 2018. Juste une chose, pour dire que ce n'est pas très difficile de simuler une pandémie sur un ordinateur. Une de nos collaboratrices, Ludmila Rosanova, a simulé un démarrage à Wuhan d'un agent qui avait les caractéristiques de celui que l'on voit aussi, et on va voir s'essaimer petit à petit, de par le monde, de façon assez prédictible, un certain nombre de cas d'infection. Certains sont déjà repérés, d'autres ne le sont pas. Et si on continue, on va avoir évidemment des foyers qui vont se développer assez importants. Est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que c'est une bonne prédiction de ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Ça suffit pour que l'OMS se dise l'Afrique n'est pas assez préparée, doit se préparer, ça pourrait arriver en Afrique. Mais il faut se rappeler d'une chose, et j'aime bien remonter cette courbe, c'est les épidémiologistes de très grande valeur d'Atlanta, des CDC d'Atlanta, qui ont montré ces prédictions en 2015 pour Ebola. Ils s'étaient complètement trompés, donc les meilleurs épidémiologistes peuvent complètement se tromper en matière de prédiction. Ils avaient prédit plusieurs millions de cas d'Ebola, 1,2 million dans le Libéria. Il y en a eu en tout moins de 30 000, c'est beaucoup trop, mais ça n'est pas du tout à la hauteur des prédictions qui étaient faites. Dernier point, deux dernières diapositives très rapides. L'une pour dire qu'on développe un simulateur de crise sanitaire pour former des personnes, en particulier les points focaux nationaux de l'OMS. Et on est, avec le Master de santé globale du Global Study Institute, on est en train de développer un scénario pour le coronavirus avec les étudiants du Master. Et puis, le 27 mars, nous allons organiser une post-conférence du Geneva Health Forum qui sera entièrement consacrée au coronavirus avec des experts le plus transdisciplinaires possible. Je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. Sans plus tarder, je passe la parole à notre médecin cantonal, Jacques-André Romand. Merci. Je propose qu'on respire un bon coup bien fort, hein, parce que là, avec ce qu'on vient de voir, c'est plutôt inquiétant. Mais on a vu quand même qu'il y avait une date, à partir du 13 mars, il y a une post-conférence, donc c'est bon, on sera sorti de la pandémie. Je vais essayer en quelques minutes de vous dire ce que nous estimons devoir faire et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait actuellement. Alors, c'est clair que la première diapositive que j'avais quand même envie de vous rappeler, c'est celle-là. Il y a 0 cas en Suisse, il n'y a aucun cas à Genève, au jour d'aujourd'hui, qui a été identifié, confirmé. Il y a eu des testings, comme on vous l'a dit, mais il n'y en a aucun qui est confirmé. La maladie, donc, je ne vais pas insister beaucoup, ça peut être une maladie extrêmement bénigne et les symptômes sont classiques. L'évolution, la plupart du temps, on la connaît avec le syndrome grippal et tous les autres rhumes et autres plaisirs viraux que nous vivons de tous les jours. De temps en temps, malheureusement, ça va plus loin et ça demande des soins beaucoup plus avancés et nécessaires. Les personnes atteintes, on a discuté, c'est tout le monde, monsieur et madame tout le monde,
Il semble, sur le modèle surtout italien, que les personnes les plus âgées, avec des comorbidités les plus importantes, sont plus importantes. Le taux de mortalité, comme je vous l'ai dit, on est dans une telle incertitude que je ne veux pas insister là-dessus. Brièvement, j'aimerais reprendre toute la courbe épidémique et pour vous dire et montrer ce que l'on nous a repéré depuis le début. C'est des diapos, si vous les voulez, qui sont tout à fait téléchargeables. Elles sont sur le site du service du médecin cantonal du canton de Genève. Ce que l'on voit sur cette courbe, c'est que c'est une histoire sino-chinoise, malheureusement pour eux, si j'ose dire. 99% des cas sont là-bas. C'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que ça s'est passé et c'est là-bas qu'ils ont le plus souffert. Vous voyez un nombre de cas de décès, c'est la courbe en assuré. Qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, avec un décalage dans le temps, je suis un entrain réanimateur, je suis tout à fait pas surpris par ce décalage, parce qu'il est clair qu'on va traiter les gens le plus longtemps possible. Malheureusement, certains vont décéder et il y aura un décalage dans le temps. Dans cette dia, qui est la même que celle d'avant, j'ai rajouté les cas européens. Et comme disait Laurent, jusqu'à quelques heures, enfin un peu plus que quelques dizaines d'heures, on était relativement rassurés parce que la courbe des cas en Europe était tout à fait modeste. C'est seulement depuis vendredi que la situation a explosé en Europe. Pourquoi cette image? Vous l'avez déjà vue. Eh bien parce que je pense que ça résume toute notre incertitude. On n'a aucune idée du nombre de cas réels à travers le monde. On n'a aucune idée du nombre réel de cas à travers le monde. Donc tous les prévisionnistes qui vous disent que la mortalité elle est de 2, 3, 10, 20, 30%, c'est des gens qui ont la capacité de savoir ce qu'il y a sous la mer. Nous, on ne le sait pas. Donc, il faut prendre avec beaucoup de prudence toutes les notions très alarmistes que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux. On a une approche de cette épidémiologie par le fait qu'il y a des cas qui ont été diagnostiqués en Chine, mais on ne sait pas combien de cas n'ont pas été diagnostiqués en Chine. Et ça, probablement, permettrait d'avoir une plus grande certitude. Et puis là, vous avez les pays qui ont accumulé, ce qui, pour moi, pourquoi j'avais fait cette diapositive, elle me rassurait, parce qu'on voyait qu'il y avait certes des cas qui augmentaient, mais très rapidement, on voyait qu'on arrivait à stabiliser. Vous avez ici l'Allemagne, ici vous avez la France, et ici vous avez l'Angleterre, et on était relativement rassurés. Pourquoi on était rassurés? Eh bien, même s'il y avait des foyers, le premier en Bavière, le deuxième en France, tout près de chez nous, eh bien, ils arrivaient, par des mesures de santé publique, à les circonscrire rapidement. Alors maintenant, les choses ont l'air d'évoluer un tout petit peu. C'est une diapo qui n'est pas hyper compliquée, c'est-à-dire que vous avez ici l'Iran, vous voyez qu'avec 2 cas pendant très longtemps, et puis il y a l'air d'y avoir quelque chose qui se dessine. Vous aviez d'autres pays, et puis vous avez la Corée, où là, manifestement, il y a quelque chose qui a l'air de se passer. Et c'est ça qui nous inquiète. C'est est-ce que la maladie s'installe et qu'elle peut se transmettre de manière massive? On n'a pas encore l'Italie parce qu'ici on est en Asie non Chine et Moyen-Orient, mais enfin c'est ce genre de courbe qu'on a à l'œil et qu'on surveille quotidiennement. Enfin cette diapositive elle est là pour rappeler le minimum basique. À Genève nous avons 8 décès par jour en moyenne, 500 000 habitants. En proportion, pour 1,5 milliard d'habitants, ça fait 25 000 par jour. En clair, depuis le début de l'épidémie, il y a plus de 800 000 Chinois qui sont décédés de maladies ordinaires. Pour 2000 personnes en tout qui sont mortes du coronavirus. Donc j'aimerais qu'on remette un tout petit peu aussi une dimension ordinaire à travers cette diapositive. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, la première chose que vous avez entendue, c'est identifier pour pouvoir prendre en charge les situations qui nécessitent d'être prises en charge. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le canton? Pour la Suisse en général, c'est valable également. L'idée, c'est que c'est les médecins de premier recours qui doivent être sur le front. Quand j'entends médecin de premier recours, je parle médecin de famille, mais je parle aussi service de consultation à domicile. Par le biais de leur tri téléphonique, ils arrivent déjà à identifier si la situation est quelque chose dont ils doivent se préoccuper.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait uniquement pour le coronavirus? Non. Vous savez qu'on a des problèmes de rougeole. On était très contents pendant 2 ans, mais il y en a de nouveau. Eh bien, par ce tri téléphonique, on essaye d'éviter que les personnes qui ont la rougeole viennent dans les salles d'attente et contaminent des gens qui ne sont pas vaccinés. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des cas qui vont être décidés comme suspects. Vous avez vu ce qui se passe, on va faire un prélèvement. Dans l'intervalle, eh bien, si ces personnes vont bien, on leur demande de rester chez elles en quarantaine jusqu'à ce qu'on ait le résultat du test. Combien de temps ça prend? Entre 4 et, enfin, on va dire une dizaine d'heures en moyenne. Donc, on ne va pas laisser les gens trop longtemps à la maison. Évidemment que s'ils ne vont pas bien, on va appliquer le même algorithme que si la situation était non, entre guillemets, suspicion de coronavirus, et on va les prendre en charge dans le système de soins ordinaire. Mais comme vous a dit le professeur Kaiser, ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est d'identifier ces gens suspects pour pouvoir prendre des mesures complémentaires pour éviter de faire en sorte que la maladie suspecte à ce moment-là puisse rentrer dans l'hôpital. Et puis après, ben voilà, quand on a trouvé, ou quand on aura trouvé, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un premier cas en Suisse, eh bien, il faudra courir derrière ce qu'on appelle l'enquête d'encourage. Ça a été fait pour les 6 cas des contamines de Montjoie. Ils ont contacté environ 200 personnes pour pouvoir déterminer les personnes qui étaient des contacts rapprochés de cas symptomatiques. Et j'insiste là-dessus, on ne se concentre que sur les personnes qui sont diagnostics confirmés et qui sont symptomatiques, parce qu'évidemment, c'est celles-là qui sont nos fameuses personnes de contagion. Alors, depuis le début de cette histoire, qui maintenant commence à dater, parce que je vous rappelle que ça a commencé autour du 19 janvier, on est autour du 20, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, on a une ligne de conduite qui a toujours été la même, qui a un peu de peine à aller de l'avant, je peux vous le promettre. C'est de dire on informe, on informe, on informe, et on tient cette ligne de conduite avec les autres partenaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est d'être sûr que nous sommes informés. Et vous avez ici un panel d'experts. On se tient régulièrement en discussion entre nous pour essayer de voir comment évolue la situation, pour affiner nos positions et nos stratégies. La deuxième chose, on informe la population. On espère que la population ne panique pas. La population prend des décisions informées. On a vu passer dans les réseaux sociaux, c'était autour du 25 janvier, que c'était l'armée chinoise qui avait répandu le virus à Wuhan, qui était, en fait, c'était parti d'un laboratoire militaire et que c'était ça la cause de l'épidémie. Ce genre de transmission est complètement inutile et totalement pernicieuse. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un virus qui est parti d'un modèle animal expérimental, si j'ose dire, et qui a touché l'homme. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des militaires. Après, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a informé la population, on espère qu'elle va participer à l'identification le plus rapidement possible des cas, de telle sorte qu'on puisse ensuite les prendre en charge. Et puis évidemment, on va devoir faire une montée en puissance. Vous avez entendu certainement que des villes en Italie sont en quarantaine. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'en venir là. Je vous rappelle que Contamine de Montjoie n'a pas été mis en quarantaine et qu'on a réussi à passer le cap. Alors, comment est-ce qu'on informe la population? Alors, j'ai un site qui est un site web de l'État. Je ne vais pas dire du mal, mais qui est un tout petit peu difficile à trouver. Par contre, si vous prenez un moteur de recherche, vous trouverez des informations sur la population qui sont séparées en 3 pages. La première, c'est de la statistique, la maladie, la contagiosité. La deuxième page sur votre gauche, c'est la partie statistique avec les diapositives que je vous ai présentées. Et la troisième partie, c'est d'insister sur où on peut obtenir de l'information objective, cohérente et qui soit véritablement vérifiée. Et puis, eh bien, comme on est dans une période de grippe, j'en ai profité pour remettre notre fameux petit leitmotiv. Si vous êtes malade, évitez d'éternuer face à tout le monde. Prenez les précautions habituelles. La deuxième chose, lavez-vous les mains. Comme on l'a dit, le savon, tout bêtement, est très efficace contre ce virus. Et puis, dernière chose, si vous n'avez pas de raison d'être dans une foule et que vous pouvez l'éviter alors que vous avez un syndrome grippal, quel qu'il soit, soyez gentils parce que vous éviterez de passer cette maladie à l'ensemble de la population autour de vous.
Donc nous, on informe aussi à travers notre site. Et deuxième chose, on n'est pas les seuls. Vous savez que l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, a mis à disposition une ligne à la fois pour la population, pour les voyageurs, parce qu'on va y revenir, et également pour les professionnels de la santé. Alors, fort de tout ça, nous faisons des communiqués de presse de temps en temps. Ça, c'est autour du 31 janvier. On fait un communiqué de presse où on dit, voilà, il ne faut pas paniquer, on n'a pas le virus à Genève, on vous informe, on vous propose de vous informer, on vous propose de ne pas vous laisser désinformer. Et patatrac, qu'est-ce qui s'est passé le même jour? Vous avez l'OMS qui déclare l'urgence de santé publique mondiale. Je peux vous dire que mon communiqué de presse, il a été repris à peu près un quart d'heure par la tribune et ensuite il a disparu. Bien, c'est triste, parce que les gens n'ont pas lu le communiqué de presse de l'OMS. S'ils l'avaient lu attentivement, ils auront vu qu'une raison de promulguer cette urgence internationale, c'était pour proposer aux pays qui ont des systèmes de santé défaillants de monter en puissance. Je pense qu'en Suisse et en Europe en général, on n'est pas dans ce genre de situation. Toujours est-il que communiquer de presse, ça ne marche pas toujours. Qui d'autre informons-nous? On informe les médecins, donc assez rapidement, on a mis sur pied, puisqu'on compte sur eux, une information objective pour qu'ils puissent savoir comment se comporter. On les a agrémentés des modifications, parce que comme on vous l'a dit, c'est une situation évolutive, c'est-à-dire peut-être que ce qu'on a dit le 20 janvier ne sera plus valable le 25 février. Donc on est dans une situation évolutive et on informe les principaux partenaires du système médico-social. On leur donne un algorithme pour les aider à décider des cas. Or, cet algorithme, il n'est pas là pour aider à ne pas décider des cas. Il est là pour aider à décider. Ce qu'on apprend, par exemple, c'est qu'il y a des médecins maintenant qui font des certificats de bonne santé. Alors, je peux vous dire que celle-là, quand je l'ai entendue, j'étais mort de rire, parce que garantir la bonne santé de quelqu'un, il faut être fort. Et puis, il y en a d'autres qui viennent pour demander aux UG le test. Parce qu'il faut le test. Alors on ne sait pas trop lequel, mais c'est le test. Alors là aussi, on n'entre pas en matière. Donc il y a cet algorithme, et on y tient beaucoup. Et cet algorithme, il n'a pas été pensé comme ça dans notre petite tête, rien que pour nous. Ça fait partie des recommandations de l'OMS, de l'OFSP et du service du médecin cantonal. Et l'idée, c'est si vous êtes asymptomatique, vous n'êtes pas contagieux, on ne fera rien pour vous et vous pouvez travailler business as usual. Que vous rentriez de Chine, que vous rentriez d'Italie, que vous rentriez de n'importe où, business as usual. Par contre, et on y reviendra tout à l'heure, si vous avez pris par exemple cette petite compagnie aérienne qui vole encore à Genève, du reste que fait le médecin cantonal, c'est scandaleux, eh bien on prend des mesures. Eh bien on ne les prend pas seuls, et c'est ça la chaîne de la santé publique mondiale. En Chine, toute personne qui monte dans l'avion est contrôlée, anamnestiquement est contrôlée sur sa température. Ensuite, quand ils rentrent dans l'avion, ils sont contrôlés systématiquement. Apparemment, toutes les 2 heures, on leur prend la température, puisque les gens ne savent pas, c'est que dans l'avion, il y a du personnel sanitaire. Et qu'est-ce que fait ce personnel sanitaire? Il observe les gens. S'ils ont le moindre doute, vous ne débarquez pas. Ce qui fait que nous, quand vous arrivez à Genève, on est plutôt rassurés. Et qu'en général, on vous donnera des informations. Ces informations, une diapo après, qui est ici, on vous informe que vous pouvez enlever votre masque si vous n'êtes pas symptomatique et vous pouvez vaquer à votre travail habituel. La seule chose qu'on vous fera remplir, c'est une feuille de contact, parce que si par hasard, il y avait un cas qui s'avérerait positif, on aimerait pouvoir revenir vers vous. Donc, je voulais insister sur ceci, c'est que si vous êtes sur le site de l'OFSP, vous avez des recommandations pour les retours des zones concernées. Et vous voyez qu'à ce stade-là, il n'est pas question de faire des quarantaines préventives. Ça n'existe pas. Alors, je n'ai pas pris la diapositive où des banques privées ont mis qu'ils avaient mis tous leurs collaborateurs qui rentraient de ces zones-là en quarantaine préventive, mais je peux vous dire que ça ne vient pas de moi et que je trouve ça complètement aberrant et qu'on essaie de lutter contre ces fausses informations qui sont totalement inutiles. Alors maintenant, la grande question, c'est celle-là. Alors, je n'ai pas eu encore de menace de mort, mais c'est pas loin.
puisque selon la loi, on aurait la capacité de l'interdire. Donc c'est globalement, vous allez faire venir 600 000 personnes qui vont passer la maladie à tous nos pauvres résidents de Genève, et c'est à cause de vous s'il y aura des morts. À ce stade-là, tant nous que l'Office fédéral de la santé publique, et en particulier notre ministre de la Santé, ne recommandent pas d'annuler les grandes expositions. Donc elles sont maintenues. Mais ceci, évidemment, est évolutif. Si la situation devait changer, on prendrait garde à changer. Donc, j'insiste, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cas positifs en Suisse. On attend que les gens soient informés, qu'ils répondent et qu'ils résistent à la pression de l'irrationnel. Évidemment que nous sommes préparés à prendre un cas et le prendre le plus rapidement possible en charge pour l'isoler et faire en sorte de faire l'enquête d'entourage. Et puis, on essaye que tout le monde ne surréagisse pas. Et c'est ce que je vous demande de passer comme message. Et vous êtes pour moi des vecteurs de santé publique. And time will say. Je ne peux pas vous dire comment sera fait demain. Peut-être que ce soir, il y aura un communiqué de presse très différent de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, avant de vous passer la parole pour les nombreuses questions que vous aimeriez adresser à nos experts, j'aimerais au niveau de l'institution vous délivrer le message, celui du message de responsabilité. Notre responsabilité, tout d'abord, et parce qu'on est une université, c'est de ne pas céder à l'émotion, de ne pas céder aux rumeurs. La tentation est facile, mais je crois que comme université, nous devons toujours privilégier l'expertise. C'est l'expertise que vous avez eu le privilège d'entendre ce jour, celle de nos collègues Kaiser et Flau, de ses collaboratrices également, celle de M. Roman. Je crois que c'est un lieu où, justement, nous devons systématiquement privilégier cette expertise aujourd'hui, elle nous donne des informations qui sont suffisamment précises pour ne pas céder à la panique. Ça, c'est le premier message au niveau de l'Université de Genève que j'aimerais vous rapporter. Le deuxième message, il est tout aussi clair. Je crois que les trois intervenants l'ont mis clairement en évidence, c'est l'incertitude. Oui, nous n'avons pas, à ce jour, à cette heure, des certitudes à vous délivrer. Il faut savoir vivre avec cette incertitude, il faut savoir la gérer. La gérer, c'est en particulier pour notre institution, comme pour toutes les autres institutions, de s'informer très régulièrement. Et je peux vous dire que depuis ces dernières semaines, ces derniers jours, nous sommes en contact permanent avec le médecin cantonal, avec l'OFSP. Et ça, c'est notre responsabilité pour pouvoir, le cas échéant, réagir très rapidement et prendre très rapidement les mesures qui nous seront proposées ou imposées par les offices compétents. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Un autre élément que j'aimerais évoquer, c'est celui que M. Jacques-André Roman a aussi évoqué tout à l'heure, c'est celui de la coordination. Oui, effectivement, au niveau des universités suisses, je ne pense pas que nous ayons été exemplaires, M. Jacques-André Roman, et j'en suis désolé, puisque je suis tout nouvellement élu président de Swiss Universities. J'ai été frappé, peut-être même choqué, par le fait que certaines universités ont cru bon de mettre en place des mesures qui n'étaient pas celles du tout que l'OFSP nous avait suggérées. Et ça crée évidemment de l'incertitude, ça crée de votre côté, de la communauté universitaire, évidemment, la tentation de se dire « mais que faites-vous » puisque d'autres universités, d'autres hautes écoles ont pris des mesures plus strictes, celles en particulier de dire à leurs collaborateurs et collaboratrices de rester chez elles, si elles provenaient de Chine en particulier. Mais on se pose la question, évidemment, immédiatement, que font ces gens s'ils restent chez eux? Ce qui signifie qu'ils ne viennent pas à l'université, mais qu'ils vont contaminer le reste de la population en allant vaquer à leurs activités quotidiennes. Je pense que c'est une attitude qui n'est pas cohérente et je suis désolé que Swiss Universities n'ait pas pu adopter une mesure tout mieux coordonnée que celle que nous avons démontrée ces derniers jours. Et puis évidemment, je crois que ne pas céder à la panique, c'est aussi faire en sorte que les professionnels de la santé puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. La pire des choses que nous puissions faire, évidemment, c'est d'engorger ces systèmes qui sont là justement pour prévenir, pour informer, pour répondre à vos questions et nous protéger.
Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence et je passe maintenant directement la parole au public. Nous avons à peu près une demi-heure ou un peu plus pour répondre à vos questions et tous nos experts seront là pour y répondre. Des collaboratrices sont là aussi pour vous passer les micros. La parole est à vous. Merci beaucoup. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais j'imagine que quelqu'un se lancera. Levez la main et puis on viendra vous trouver avec un micro. Alors je suis malheureusement illuminé. Voilà, une première personne ici, je crois, sur ma gauche. Moi, j'avais une question, en fait, de ce que, si j'ai bien compris les présentations qui ont été faites ce soir, ce virus n'est pas très différent des virus de la grippe, c'est-à-dire que il se transmet de la même manière. En termes de décès, il n'est pas plus létal, de ce que j'ai compris, que la grippe. Alors pourquoi cette médiatisation et cette panique générale? Qui veut répondre? La question est très bonne, parce que c'est vrai ce que vous dites. Au jour d'aujourd'hui, les signaux ne sont pas plus alarmants que ceux d'une grippe saisonnière. Et pourtant, les populations qui sont affectées sont particulièrement inquiètes, et ceux qui ne le sont pas aussi. Je pense que c'est aussi le côté de la nouveauté. C'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas bien, donc on fait plus état de nos incertitudes et de notre méconnaissance de ce qui peut se passer, et les gens n'aiment pas beaucoup l'incertitude. C'est aussi un problème de santé publique, parce que c'est des petits becs qui travaillent sur la masse. Donc, si vous avez beaucoup de personnes infectées, vous aurez beaucoup de consultations médicales. Et puis ensuite, c'est peut-être parce que vous ne respectez pas assez la grippe, qui tue quand même un grand nombre de personnes et qui conduit plusieurs dizaines de personnes aux soins intensifs chaque année à Genève. Je pense que le mot-clé, c'est nouveauté. Et puis deuxième chose, c'est arrivé dans un terrain où la densité des gens est telle qu'évidemment, très rapidement, ça a fait des chiffres incroyables. Ce serait arrivé, je connais bien la Mongolie, au milieu de la Mongolie où il n'y a personne, je peux vous dire qu'on n'en aurait pas entendu parler. Hein. Une deuxième question, je crois, au fond de la salle. Micro. Par rapport à ce qui se passe en France, ils ont fait des mesures de quarantaine à certaines personnes. C'est quoi votre avis ? Alors, une première chose, je pense qu'il faut savoir que quand vous avez un nouveau foyer qui apparaît, eh bien, vous allez surréagir en tant qu'autorité sanitaire, et je pense que c'est tout à fait adéquat. Je ne sais pas où est la personne qui nous parle, donc j'essaie de regarder les lumières. Donc, je pense que c'est adéquat. Et puis, c'est clair que il y avait encore, on était dans la période de l'incertitude de la gravité de la maladie. Maintenant, on commence à avoir quand même un peu de recul. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 2 foyers qu'on a réussi à éteindre relativement facilement. Donc, nous, c'est toujours facile avec le rétroscope de dire « Ah, mais je pense qu'on ne ferait pas la même chose ». En tout cas, il est clair que de mettre les personnes qui sont proches de cas contaminés en quarantaine, comme c'était le cas dans un appartement en Haute-Savoie que nous nommerons pas, c'était tout à fait logique puisque, bingo, ils ont eu 5 cas sur 5 qui étaient positifs, en plus du cas index. Après, les quarantaines n'ont pas été nécessaires puisque jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'augmentation des cas. Mais on le sait grâce maintenant à nos fameux 14 jours supplémentaires. Vous savez qu'il y a eu une personne qui a été isolée dans le canton de Neuchâtel. Bien voilà. Donc ma réponse, elle est, comment on appelle ça, situation totalement adéquate, prise en charge totalement adéquate par nos collègues français. Et puis ensuite, maintenant, nous, on en bénéficie, puis ça nous permettra d'être un tout petit peu rassurés et différents. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, parfaitement, merci. D'autres questions encore ? Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis de médecin cantonal quant au port du masque et tout ce qui s'ensuit voilà. Merci. Comme vous l'avez, j'en ai un. Donc,
Je vais vous dire la même chose que j'ai dit quand il y a eu Fukushima qui avait explosé. J'ai dit je suis venu en vélo à la tour de la TV et puis je suis reparti en vélo. Donc en clair, c'est quelque chose qui est à considérer quand on est dans un lieu où, comme l'a dit Laurent, on va avoir des concentrations de maladies virales. Et donc c'est très logique de les avoir aux urgences où on vient à peine de passer le pic d'urgence, le pic de la grippe. Et en plus, grâce au coronavirus, on sait maintenant qu'il y a un sacrément nombre d'autres virus qui circulent. Je peux vous dire, grâce aux tests qu'on fait, ça nous le permet. On fait de la zoologie, là. Eh bien, grâce à ça, ça nous permet. Mais pour le reste, ça ne sert à rien. Par contre, de nouveau, c'est toujours la même chose. Responsabilité individuelle. Si vous n'êtes pas bien, évitez de faire la bise à tout le monde. Deuxième chose, dites-le à votre entourage, de telle sorte qu'il reste à une certaine distance. Troisième chose, lavez-vous les mains, respectivement que eux se lavent les mains également, et ça permettra que dans vos proches, dans votre entourage, vous n'ayez pas de problème. Merci. Une question ici, oui. Oui, bonjour. J'ai pas bien compris en quoi c'est différent du MRS et du SARS que vous avez mentionné. Et pourquoi la communauté scientifique n'est pas encore réussi à trouver un vaccin suffisant? Merci. Alors, je vais commencer par répondre à la question du vaccin. Pour faire un vaccin, il faut du temps. Donc, on ne peut pas avoir un vaccin qui arrive en 2 semaines. Il faut le temps qu'il soit développé et puis il faut le temps qu'il soit testé chez les gens. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas de vaccin 1 mois et demi après la découverte de ce virus. En quoi il est différent des autres virus? Donc, on a les coronavirus humains, qui sont un gros groupe de virus qui circulent très largement dans la population, qui sont je ne pense pas ceux dont vous parliez. Le MERS, la différence avec le MERS et le SARS, ils viennent tous les deux du monde animal, comme ce nouveau coronavirus. La différence avec le SARS, c'est que le SARS a pu être contenu assez rapidement. On considère aujourd'hui d'ailleurs qu'il est éradiqué. Puis le MERS, c'est encore un virus qui existe, qui de temps en temps fait des cas dans la population humaine, principalement dans le Moyen-Orient. Mais le MERS, il n'a pas la capacité qu'a ce virus de se transmettre aux autres personnes. Donc il fait moins de chaînes de transmission d'une personne à l'autre. Tous les nouveaux cas de MERS qu'on observe en Arabie Saoudite ou au Moyen-Orient sont en général des contacts directs avec l'animal et puis après ça s'éteint. Ce qu'il faut, c'est qu'un virus puisse s'installer chez l'homme. Et ça, c'est une chose un petit peu plus complexe que simplement infecter quelques centaines ou quelques milliers d'humains. Les 2 virus que vous mentionnez n'ont pas réussi à le faire. Celui-là, on a l'impression qu'il est beaucoup plus capable que les 2 autres de s'installer chez l'homme, mais on va se garder de prédiction aujourd'hui. Question ici, tout devant, madame. Je peux. Oui, bonjour. Je voulais juste vous poser une question concernant le fait qu'apparemment le virus atteint moins les enfants. Est-ce qu'il y a déjà des explications scientifiques par rapport à ça? Alors, il y a une étude qui a été publiée par le CDC chinois de à peu près 77 000 cas avec 44 000 cas confirmés. Il y avait très peu d'enfants en fait reportés. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas dans ceux reportés, il y avait vraiment une mortalité en dessous de 10 ans à 0, même en dessous de 15 ans. Donc on voit que dans les données qu'on a, mais de nouveau ça a bien été présenté, on travaille sur des données qu'on sait incomplètes, mais pour l'instant ce n'est pas quelque chose qui sort dans les données à disposition. Est-ce que c'est possible qu'une commande de Chine, par exemple, soit infectée? Qu'une Donc, genre un colis. Ouais, et donc ça nous infecte, quoi. Si on vous envoie le virus vivant dans une petite éprouvette et que c'est marqué coronavirus vivant, oui.
Autrement, non. Le virus ne va pas survivre dans des enveloppes, dans des emballages, ou dans des conditions de transport habituelles. Ils ont besoin d'un environnement particulier pour survivre. Au-delà du fait que la situation est évolutive, qu'on n'a pas encore de réponse définitive, comment jugez-vous la réaction des institutions italiennes face aux cas qui se sont développés récemment? Est-ce que vous jugez les décisions qui sont prises plutôt adéquates? Je ne me réfère pas seulement à la mise en isolation de certaines villes, mais aussi à la fermeture de bureaux, d'entreprises, d'écoles, annulation d'événements sportifs, ou plutôt excessive? Alors, je vais répondre parce que je pense que la réponse est assez simple. Ici, nous avons 110 km de frontières, 4 avec la Suisse et 105 avec la France, et nous nous préoccupons de Genève. On ne va pas vous répondre sur ce qui se passe dans d'autres pays. Mais c'est toujours la même chose, c'est très facile de critiquer les autres tant qu'on n'est pas touché. Donc moi, je suis très admiratif des mesures qui ont été prises. J'aimerais bien entendre la réaction du Genevois moyen que je suis si je lui dis qu'il n'a pas le droit de sortir pour aller au travail demain. Je peux vous dire qu'on aura un nombre de recours assez intéressant. Donc je pense qu'il y a eu une réaction dès le moment où la maladie a été identifiée qui est tout à fait proportionnée par rapport à la mesure. Mais maintenant pour le reste, si c'est bien fait ou pas, je pense que ce n'est pas à nous de vous répondre. Excusez-moi, j'ai une autre question. Le test que vous avez actuellement, il mesure enfin, je suis pas spécialiste, mais le virus. Est-ce que vous avez un moyen de tester, de savoir si les gens ont déjà été contaminés et qu'ils ont développé des anticorps? Ils n'ont pas eu beaucoup de symptômes, donc voilà, simplement pour pouvoir faire une étude ensuite après sur le nombre de cas. Merci. C'est une excellente question. C'est certainement des études clés à effectuer. Je pense qu'Antoine sera tout à fait d'accord pour estimer cette taille de l'iceberg en dessous. Actuellement, on n'a pas ce test à disposition. On travaille avec les ressources qu'on a. Si vous me payez 2 biologistes, peut-être que j'arriverai à avoir un test sérologique d'ici 3 à 4 mois. Juste pour dire qu'on répond à des appels à projets avec l'équipe d'Isabella Eckerlé et de Laurent Kaiser qui portent en partie sur cette question. Donc peut-être que la recherche va permettre de trouver rapidement ou moins rapidement ce genre de test. Bonjour, je voulais vous demander si à l'heure d'aujourd'hui vous avez observé une forme mutée de ce virus. Une forme mutée de ce virus. D'immunité? Non, muté. Ah, de muté. Ouais. C'est un virus qui reste assez stable par rapport au premier virus qu'on a observé depuis la Chine. Donc il ne bouge pas beaucoup. Ces virus particuliers, c'est parmi les plus gros virus qu'on appelle ARN, que l'on connaisse chez l'homme, et ils n'ont pas une capacité de mutation aussi importante qu'un virus comme le HIV, comme celui de la grippe en particulier, parce qu'ils ont une façon de réparer leurs mutations. Donc les mutations, quand elles arrivent, sont réparées par le virus. Ça s'approche de ce qu'on observe avec les cellules humaines, par exemple. Donc on ne s'attend pas à des mutations phénoménales chez ce virus. Monsieur. Bonjour, moi j'avais une question par rapport aux exercices de simulation qui sont en train d'être mis en œuvre. J'aimerais savoir, en fait, c'est censé arriver à terme quand, et est-ce que les résultats de ces simulations ils seront communiqués au public? Alors, c'est un simulateur digital que nous avons développé déjà, et on l'avait développé sur un scénario qu'on a travaillé avec l'Organisation mondiale de la santé, en particulier avec les équipes de Lyon de l'OMS, pour ce qu'on appelle les points focaux nationaux, c'est-à-dire les personnels de l'OMS qui sont en charge de la mise en place du règlement sanitaire international. Et ce simulateur, c'est pas de la modélisation mathématique, ça, c'est un simulateur, c'est un serious game, c'est un jeu pour mieux maîtriser, comprendre et mettre en place le règlement sanitaire international. Et ce simulateur, qu'on avait présenté une fois d'ailleurs à l'université, il était sur un scénario de grippe aviaire qui s'était humanisé.
Et en fait, là, avec nos étudiants du Master de santé globale de l'Université de Genève, on est en train de travailler un scénario qui va être un scénario que l'on voit aujourd'hui, un scénario non pas fictif, mais beaucoup plus réaliste du coronavirus pour que les équipes des points focaux nationaux de l'OMS puissent se former, quel que soit l'endroit de la planète, à ce type d'outil, qui peut évidemment et qui est accessible à distance. On le présentera au Geneva Health Forum d'ailleurs, pas le nouveau scénario, il va falloir un peu de temps pour le nouveau scénario, puis il se déroule sous nos yeux, mais l'ancien scénario sera présenté au Geneva Health Forum. Bonjour, je n'ai pas compris, est-ce que le fait d'avoir eu la maladie et la guérison donne l'immunité contre réinfection, ou la réinfection est toujours possible? Je vois que les yeux se tournent vers moi. On pense qu'on est protégé pour une durée limitée avec les coronavirus humains habituels et que l'immunité n'est pas aussi bonne qu'avec d'autres infections virales et au fil du temps, on va perdre l'immunité. Donc, ce qu'on va être exposé, peut-être on fait une maladie moins importante et on ne s'attend pas à beaucoup de réactions croisées entre si vous avez été infecté avec un virus corona dans votre vie, ce qui paraît à peu près 100% sûr, il est peu vraisemblable que ça vous protège contre un autre. C'est pour ça qu'il y en a 4 chez l'humain et que peut-être il y en a un 5e qui émerge. Merci. Encore une autre question, d'autres questions? Madame, oui, ici, s'il vous plaît, merci. Peut-être ce qui est mieux pour le reste de la salle, si vous pouvez prendre le micro. Bonjour à tous. Je voudrais juste savoir si on a une idée de combien de temps le virus peut persister à l'air libre, enfin vivant, la viabilité du virus à l'air libre, et sur la charge infectieuse virale pour une contamination d'homme à homme. Vous posez des questions concernant d'abord la deuxième partie sur l'inoculation, la charge virale nécessaire pour infecter quelqu'un. On ne le sait pas. On sait en tout cas que c'est un virus qui est porté à haute quantité dans les sécrétions nasopharyngées. Le bateau sur lequel les gens étaient mis en quarantaine, comme me disait Frédéric l'autre jour, c'est le bateau qui a été mis en quarantaine, mais pas les gens. C'est une situation expérimentale où on pourrait installer un laboratoire et analyser ce qui se passe. Et puis, l'autre question, c'est dans l'environnement. Un virus, il ne résiste pas dans l'environnement s'il n'est pas dans une enveloppe de mucus respiratoire, par exemple. Donc la moque, la morve d'un petit enfant, etc. S'il est entouré là-dedans, il peut survivre assez longtemps, dans des bonnes conditions. Mais dans des conditions habituelles, à l'air ambiant, avec la dessiccation, la survie est extrêmement courte. Sur les doigts, ça va durer quelques minutes. Dès l'instant où on va étaler les gouttes respiratoires, la survie est probablement extrêmement faible. Et dès l'instant où il y a des désinfectants hydroalcooliques ou du savon, la survie est courte. Donc on ne s'attend pas à ce que ce soit un virus résistant dans l'environnement, comme ceux qui causent des gastroentérites, par exemple, qui, eux, sont extrêmement résistants. Et puis j'ai encore une question, en fait. La sensibilité de détection du test, en fait, par rapport à des personnes qui sont en incubation, au début de l'incubation. Écoutez, on ne va pas détecter un virus chez quelqu'un qui n'est pas encore infecté. Donc il y a une phase d'incubation qui demande que le virus se multiplie au moins à quelques dizaines, centaines de virions, de nouveau-nés pour être détectable. Donc il est toujours possible que vous détectez quelqu'un négatif aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai attrapé la grippe de ma collègue et que je me sens parfaitement bien, je vais peut-être être négatif, un peu positif demain, puis très positif après-demain, avoir les symptômes dans 5 jours. Mais il est vacciné, hein, je peux vous rassurer. Et donc, voilà, le test, c'est parmi les plus sensibles qu'on ait en routine. C'est des tests moléculaires qui détectent le matériel génétique au fond du nez et de la gorge. Faut-il encore que le frottis soit bien fait? Et c'est là qu'on peut y avoir des petits gags, c'est-à-dire que ce n'est pas un frottis de l'aile du nez, on doit vraiment aller au fond, ce n'est pas agréable, ou au fond de la gorge. Mais c'est les meilleurs tests qu'on puisse avoir. La sensibilité est excellente, la spécificité est quasi parfaite, donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Alors peut-être encore une dernière question, ouais, 2 dernières questions, une au fond et puis une pour madame. Puis on commence par le fond.
Commence par le fond. D'accord. L'activité de l'homme accélère indéniablement le réchauffement climatique. Ceci a un impact sur les maladies émergentes et réémergentes, bien plus qu'on ne peut le penser. Alors, le lundi 4 février, il faisait 15 degrés Celsius. On se réjouissait du beau temps, mais les vecteurs de transmission, j'ai lu ça quelque part, aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la menace du réchauffement climatique qui est le coronavirus ? C'est global, c'est Flao. Non, je dirais le lien entre réchauffement climatique et maladies émergentes, c'est une très bonne question parce qu'il existe. Pour le coronavirus, alors personne pour l'instant évoqué ce lien. Les virus respiratoires sont plutôt à l'aise dans les pays tempérés pendant les saisons froides. On avait vu pour la pandémie de grippe de 2009 qu'elle était passée à l'hémisphère sud pendant leur hiver austral, pendant notre été, puis elle était revenue, la vague était revenue dès l'automne dans l'hémisphère nord. Qu'il y ait donc un lien entre climat et coronavirus, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je ne pense pas, il y a 153 papiers publiés au 10 février, je ne pense pas avoir vu passer le moindre lien publié entre réchauffement climatique et coronavirus. Mais que les changements globaux aient un rôle, oui, notamment les transports aériens, la promiscuité et la démographie. Un sujet de recherche pour vous, monsieur. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que ce soir, vous aurez une excellente conférence de rentrée académique de Madame Masson-Delmotte sur le changement climatique. Donc je vous invite ce soir à 18h30 dans cette même salle pour entendre cette conférence où on a aussi besoin évidemment de l'expertise académique pour bien comprendre les enjeux. J'ai encore une dernière question de Madame et puis ensuite on... Oui, docteur Roman, vous avez dit que depuis la contamination en Corée, au fond, on craint que l'épidémie ne se propage de manière massive, c'est ça? Est-ce que j'ai bien compris? Non, pas du tout. J'ai dit qu'il faut qu'on garde un œil attentif sur cette zone-là parce qu'il y a l'air d'y avoir un foyer qui se répand, mais on n'est pas à ce point-là inquiet comme on l'était au début avec la Chine. Je propose qu'on... Moi, je vais profiter, puisque j'ai mis le micro pour dire, je pense que vous avez quelque chose qu'il faut quand même savoir et mettre en avant. À Genève, vous avez un ensemble d'experts qui ont été mis sur le pont ces dernières semaines, et je pense que c'est l'occasion de les remercier. Parce que je vous rappelle que tant le professeur Didier Pittet que le professeur Laurent Kaiser, ainsi que son équipe, sont quotidiennement devant les médias, si ce n'est pas plusieurs fois par jour. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier parce que je pense que vous avez une source d'information de tout à fait bonne qualité. La deuxième chose, c'est qu'à l'UNI, puisqu'on a quand même une population universitaire ici, vous avez un service de santé du personnel de l'UNI qui est à votre disposition, qui est informé et qui sait ce qu'il doit faire. Donc je pense que si vous avez la moindre question encore qui persiste après ce qu'on vient d'avoir comme conférence, n'hésitez pas à aller la voir. Je sais qu'elle est là, elle rougit un petit peu, mais ce n'est pas grave. Voilà, merci infiniment de votre présence. Je crois que la qualité des questions que vous nous avez posées, que vous avez posées à nos experts, démontre effectivement que vous avez privilégié l'expertise, les questions scientifiques au détriment effectivement de ces aspects plus émotionnels qui sont vraiment le plus mauvais des conseils dans cette situation que nous traversons tous ensemble, toutes ensemble. Merci infiniment de votre présence. J'en profite aussi pour vous signaler que l'ensemble des présentations ainsi que la séance qui a été filmée ce jour seront disponibles sur le site de l'Université de Genève sur la page Coronavirus. Merci beaucoup, bon après-midi et à ce soir.